Vous imaginez un univers fini, mais qui n'a pas de bords. C'est-à-dire un univers parfaitement mesurable, mais sans frontières. Salutations distinguées les gens. L'univers est-il infini? Très bonne question Timothée, et je dois t'avertir par ailleurs. Fais très attention à ce que tu vas voir sur internet, que ce soit les vidéos, les textes, les articles, parfois même mes vidéos où je pourrais manquer de précision parfois dans ce que je dis. C'est qu'on va voir beaucoup de théories, en fait, on va énormément théoriser l'univers, mais on va omettre de dire un léger petit détail, c'est que tout n'est pas une certitude, et qu'en fait on parle, la majorité du temps, on parle de théorie. Et parfois, en vulgarisant ou bien en parlant vite, on oublie qu'on parle d'une théorie et on l'affirme comme une vérité générale. Et il faut bien savoir que la majorité du temps, en relativité générale, on parle de théorie. Alors bien sûr, énormément de théories sont très fiables. Mais simplement, il faut toujours garder en tête qu'une théorie, c'est démontrable de manière très précise, mais c'est jamais absolument prouvé. Il faut juste avoir ça en tête. Ça ne veut pas dire que c'est faux, loin de là. Mais ça veut dire que ce n'est pas une certitude absolue. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse. Alors l'univers, il a 3 états possibles. Soit il est infini, soit il est fini et avec bord, soit il est fini et sans bord. Alors s'il est infini, ce qui est tout à fait plausible et nos théories y sont applicables, eh bien on ne le saura jamais s'il est infini. On ne peut pas prouver l'infini, déjà parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Hein, on voit le concept, on a l'idée, on voit que c'est très grand, mais un espace sans fin, c'est-à-dire tu arrives à l'imaginer, à le visualiser, c'est impossible. Personne ne peut visualiser l'infini, mais on peut en avoir une idée approchée du concept. Par conséquent, on ne peut absolument pas prouver l'infini, et encore moins observer l'infini. Alors s'il est fini et avec bord, et ça, on n'y croit pas trop, ça signifierait que tu prends une fusée, tu vas tout droit pendant des milliards et des milliards d'années-lumière, enfin, en fait, pendant une certaine distance en tout cas, et au bout du bout, tu vas percuter quelque chose. Donc je sais pas, un mur, un truc inconcevable. C'est très peu probable. Et puis s'il y avait quelque chose, un obstacle, je ne sais pas comment on pourrait l'imaginer, mais s'il y avait un obstacle, eh bien on ne pourrait de toute manière pas l'observer. Parce qu'évidemment, je rappelle que nous ne pouvons pas observer l'entièreté de notre univers. Et j'entends par là qu'on ne pourra jamais observer l'entièreté de notre univers. Impossible. Et par observer, j'entends même déduire mathématiquement des objets s'ils n'ont jamais été à un moment donné dans notre univers observable. J'explique. Le fait qu'il y ait des parties de l'univers qui soient observables et d'autres parties, même la immense majorité de l'univers qui n'est pas observable, c'est dû au phénomène de l'expansion. D'une certaine manière, on serait encore dans l'explosion du Big Bang, qui a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. On serait encore au cœur de cette explosion. Ceci fait que l'univers est en expansion. Comment on a pu le savoir? Eh bien tout simplement, en observant les objets célestes qui émettent de la lumière, on a pu y constater ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Alors, qu'est-ce que c'est que le décalage vers le rouge? Pour vous l'expliquer simplement, c'est un phénomène lumineux, c'est-à-dire on va pouvoir observer avec des outils quand même, on n'espère pas voir ça en levant la tête, avec des outils assez puissants, on va voir que la lumière des objets lointains, très lointains, qu'on peut observer via des télescopes monstrueux, eh bien, leur lumière se décale vers le rouge, devient rougeâtre, on pourrait dire. Eh bien ça, c'est un phénomène lumineux qui se passe lorsqu'un objet s'éloigne par rapport à son observateur. En l'occurrence, l'observateur, c'est nous, enfin toi, si tu es en train de l'observer, etc. Donc ça veut dire qu'il s'éloigne de toi. Si ça s'éloigne de toi, par définition, ça s'éloigne de nous tous, de la Terre, de la galaxie, etc. Donc on est sur un éloignement. Et on s'est rendu compte que c'était le cas des objets lointains, donc qui ne sont pas soumis à une gravitation qui l'attirerait vers nous. Et bien ces objets-là, au lieu de flotter sans être soumis à aucune gravité, ils se retrouvent à s'éloigner et à produire ce décalage vers le rouge. Ça, c'est ce qui nous a permis de déduire
que notre univers est en expansion, c'est-à-dire qu'il continue de grandir. Il grandit, il grandit, il grandit. Alors, il ne se crée pas en continu, c'est-à-dire il ne se crée pas en continu. Hein, on en parlera dans un épisode sur le Big Bang, mais souvenez-vous bien que dans la théorie du Big Bang, au moment initial, on a tout ce qui constitue l'univers dans un espace infiniment plus petit que ce que je suis en train de vous représenter. Et ça a explosé entre guillemets. En réalité, le terme explosion, c'est pas vraiment ça, mais bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va un peu simplifier. Et donc, c'est là où tout ce qui existe a commencé à grandir, grandir, grandir. Et par grandir, on pourrait plutôt dire étirer. Hein, comme si tu prends un bout de plastique et si tu tires, bah, il est plus grand, mais ça reste le même objet que ce que tu avais initialement. Sauf que tu l'as étiré. Pour imaginer ça comme ça, donc pour l'expansion. On en a donc généralisé que tous les objets qui existent dans l'univers s'éloignent dû à cette expansion. Alors attention, parce que je vous vois venir et m'agresser là-dessus. Évidemment, les objets s'attirent. Je ne suis pas en train de faire une contradiction avec la gravitation. Mais ils s'attirent localement. C'est-à-dire que pour que la gravitation attire des objets, il faut que ces objets soient à portée d'une loi de gravitation. La Lune, elle est soumise à la loi de gravitation de la Terre. La Terre est soumise à la loi de la gravitation du Soleil parce que ces objets célestes sont dans une distance qui leur permet d'être soumis à la gravité du Soleil. S'ils se trouvaient beaucoup plus loin, ils ne seraient pas soumis à cette gravité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu peux avoir des groupes d'objets qui s'attirent, qui sont soumis à de la gravité, mais ces groupes d'objets qui s'attirent, on pourrait l'imaginer comme un ensemble, et bien cet ensemble, s'il est attiré par rien du tout, il va s'éloigner. Donc dans un ensemble, tu vas avoir des objets qui s'attirent entre eux, mais cet ensemble lui-même, il se barre très très loin et s'éloigne. Donc tu peux avoir ce double phénomène, qu'à la fois un objet est attiré, mais en même temps il continue de s'éloigner avec son ensemble. Comme on pourrait le suggérer avec des galaxies. Une galaxie par exemple, si elle est isolée, bah, toutes les planètes, les étoiles et tout ce qui constitue la galaxie vont être tous soumis à leur propre attraction et aux attractions qui existent dans la galaxie et pour lesquelles ils sont assez proches pour être soumis à cette gravitation. Et pendant ce temps, la galaxie pourrait très bien s'éloigner. Maintenant, tu as encore un autre problème, entre guillemets, du fait que si tu as plusieurs galaxies assez proches, elles peuvent s'attirer aussi. Hein, notre galaxie va d'ailleurs rentrer en collision avec une galaxie bien plus proche les deux s'attirent et vont finir par se percuter et rentrer en collision. Les galaxies peuvent aussi s'attirer. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un amas de galaxies. Hein, ça existe énormément, hein, les amas de galaxies, c'est très répandu. Et bien cet amas de galaxies, par exemple, s'il n'est pas attiré par un autre amas de galaxies, par exemple, et bien cet amas de galaxies, il va se barrer très très loin dû à l'expansion, mais à l'intérieur de lui-même, les galaxies vont s'attirer, à l'intérieur des galaxies, les planètes vont s'attirer, les étoiles vont s'attirer. Bref, c'était peut-être pas clair. N'hésitez pas à regarder 4 ou 6 fois ce passage. Et selon le principe de Hubble, cette vitesse d'éloignement est proportionnelle à la distance de séparation des deux objets. Donc, si tu as deux objets qui ne sont pas soumis à leur gravitation, eh bien plus ils seront loin l'un de l'autre, plus ils vont s'éloigner rapidement. Et on continue. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont s'éloigner lentement, puis ça va aller très vite. Jusqu'à atteindre une vitesse supralumique. C'est-à-dire une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière. Et puis continuer à accélérer. Et donc, comme tu imagines bien, si cette vitesse d'expansion et d'éloignement de certains objets est supralumique, donc supérieure à la vitesse de la lumière, eh bien la lumière que eux vont émettre ne nous parviendra jamais, puisque ces objets s'éloignent plus vite de nous que la vitesse de la lumière. Donc il faudrait que leur lumière aille plus vite que la vitesse de la lumière et plus vite que l'expansion qu'ils sont en train de subir pour nous atteindre. Ce qui n'est pas possible. Un photon va à la vitesse de la lumière, dans le vide, point. Il ne peut pas accélérer. Donc ce qui signifie, on sera pour toujours dans l'incapacité d'observer ces objets qui s'éloignent et qui continuent de s'éloigner non-stop et de plus en plus vite par rapport à nous. Et bien à ce moment-là, si on ne peut même pas les observer, évidemment qu'on ne pourra même jamais s'en approcher. Ils seront toujours plus loin et de plus en plus loin, de plus en plus loin, plus loin, plus loin. Donc il y a toute une partie de l'univers, la majeure partie de l'univers, qui ne sera jamais observable et qui sera pour toujours un mystère de notre point de vue.
Donc on ne peut observer que notre univers observable, qui est limité par ce qu'on appelle l'horizon cosmique, qui est à 45 milliards d'années-lumière de nous. Mais certains objets qui s'éloignent déjà de nous à de grandes vitesses ou qui vont continuer à accélérer, vont finir par sortir de cette limite. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus les observer. On pourra les observer, mais à une autre époque. C'est simple. Hein, vous le savez, comme la lumière met du temps à nous parvenir, on peut observer des objets qui ont peut-être déjà disparu, qui sont peut-être plus observables au temps présent parce qu'ils sont au-delà de notre univers observable. Ça, vous le savez. Cet exemple de certaines étoiles, quand vous les regardez, on vous dit ouais, l'étoile que tu vois, peut-être qu'elle n'existe déjà plus, parce que le temps que sa lumière arrive. C'est le même principe. Par contre, notre univers observable s'agrandit tous les ans de 1 année-lumière. Donc ça veut dire qu'il va continuer à grandir tous les ans. Au bout d'un moment, on va en voir des choses. Non, on ne va pas voir beaucoup plus de choses, même on ne verra globalement pas plus de choses. Parce que certes, notre limite d'observation va s'agrandir, on va être de moins en moins limité, mais l'univers grandit beaucoup plus vite que nous ne dépassons notre limite d'observation. Ce qui fait que malgré le fait qu'on va avoir tout le temps la possibilité d'en voir plus sur une plus longue distance, eh bien malgré ça, dans très longtemps, on peut dire qu'un jour peut-être on ne pourra rien observer en dehors de notre galaxie. Donc même si notre limite d'observation augmente, peut-être qu'un jour on sera restreint malgré tout à une observation beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Alors qu'on aurait potentiellement la possibilité d'en voir beaucoup plus. Pardon pour toutes ces digressions. Enfin, l'univers peut être fini mais sans bord. Alors là, ça peut sembler très difficile à imaginer. C'est-à-dire un univers qui est fini, entièrement mesurable, on peut dire voilà, sa distance maximale c'est tant, etc. Mais sans bord. Comment est-ce qu'on peut avoir une taille, mais pas avoir de bord? Ça semble complètement incompréhensible. Et là, pour le coup, non, c'est totalement compréhensible. Vous allez voir, c'est très simple. On peut prendre l'exemple tout bête de la planète Terre. Oui. La planète Terre, elle est finie, elle est mesurable. Tu peux établir son rayon, son diamètre, mesurer tout ce que tu peux ou veux mesurer sur la planète Terre. Malgré tout, elle est sans bord, la planète Terre. Bah oui, si tu pars de chez toi et que tu fais un footing jusqu'à faire le tour du monde, tu vas jamais rencontrer de véritables parois. Tu peux toujours avancer, tu peux toujours continuer à parcourir la Terre. Tu n'auras jamais une limite, tu ne rencontreras jamais de frontières ni de limites. Eh bien, un univers fini et sans bord, c'est très semblable à ça. On pourrait imaginer ce phénomène de la sorte, alors ça peut être théorisé de différentes façons, mais on va aller au plus simple. Tu prends une fusée, tu décolles, tu vas tout droit, pendant des milliards d'années-lumière, etc. Déjà, fais gaffe, essaie de bouffer sans gluten ni rien, parce que là, il te faut une santé de fer, mon pote. Tu continues. Et on pourrait imaginer qu'au bout d'un moment, en continuant d'aller tout droit, tu vas revenir au point de départ. Tout simplement. On pourrait l'imaginer comme ça, l'univers sans bord. Fini, mais sans bord. Voilà, ça c'était pour l'univers fini et sans bord. Encore 2-3 petites notions. Par exemple, l'âge de l'univers estimé très précisément à 13,8 milliards d'années, ça c'est par rapport au Big Bang. Nous n'avons pas les moyens, dans une certitude absolue, de savoir si l'univers existait déjà avant le Big Bang. On parlera des théories du Big Bounce, etc. C'est-à-dire, par exemple, cette théorie du Big Bounce qui pourrait expliquer que l'univers s'expand, puis se contracte, puis s'expand, puis se recontracte. En fait, il fait ça, hop, Big Bang, il se dilate, il se relate, Big Bang, etc. On n'a aucun moyen de savoir si l'univers est en réalité plus âgé qu'avant le Big Bang. Autre phénomène, si nous sommes dans un univers infini, eh bien à ce moment-là, le Big Bang ne se serait pas produit en un point, mais se serait produit partout et en même temps. Et alors là, il n'y a aucun mot qui vient après partout, c'est juste partout. C'est-à-dire le Big Bang, s'il s'est produit, il était partout. Il faut la digérer cette phrase. Tiens, en parlant de choses complètement inexplicables et complexes, est-ce que vous savez que tout ce que nous connaissons de l'univers, c'est-à-dire la matière, tout ce qu'on connaît, ne compose
que 5% de l'univers. Il est composé par 95% d'autres choses. On va y venir. Oui, on s'est aperçu en étudiant des galaxies que ce qui compose cette galaxie ne suffit pas à expliquer la gravitation qu'elle applique. Donc là, ça a été le burn-out. On s'est dit, putain, c'est la masse qui est responsable de la gravitation, l'énergie est responsable de la gravitation. Comment ça se fait que ce qu'on voit ne suffit pas à expliquer la gravitation? Donc ça nous a complètement mindfucké. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, une matière qui participerait à la gravitation des choses, des objets. Cela sous-entendrait qu'il y aurait une matière invisible, puisque elle n'émet pas de lumière, elle ne reflète pas de lumière, elle est traversée par la lumière qu'elle reçoit, elle n'est pas reflétée, ni elle ne se fait pas percuter par la lumière, puisque on ne la constate pas. Alors que cette matière représenterait potentiellement une immense partie de notre univers. Ce qui sous-entendrait qu'il y en a beaucoup. Comment ça se fait qu'on ne la perçoive pas? Ah oui, aussi vous vous souvenez, tout à l'heure on parlait de l'univers en expansion. Et dans ce cas-là, il doit y avoir une énergie énorme qui produit ce phénomène de répulsion. On devrait le voir, une explosion ou une force, quelque chose de... Pourquoi on ne la détecte pas? Entre cette matière et cette énergie, ça devient compliqué. Je vous ai déjà parlé de la matière noire et de l'énergie noire.